Merci. J'invite donc le Premier ministre à prononcer son discours sur la politique générale du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée par intérim, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués civils et militaires et religieux, Mesdames et Messieurs, je souhaite tout d'abord vous demander de respecter, au nom du gouvernement, à nouveau, une minute de silence en souvenir du défunt président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Arnaoud Ali, qui nous a quittés récemment, et du député M. Adan Roble Awale, grand patriote nationaliste, qui a su faire passer l'intérêt de la nation avant les sollicitudes partisanes. Je souhaite que soient également associés à cet instant mémorable nos soldats morts au combat pour défendre la paix. Amin. Mesdames et Messieurs, je salue avec joie aujourd'hui tous les députés, ceux de la majorité comme ceux de l'opposition, car la présence de nous tous ici symbolise les avancées démocratiques de notre nation et la grande maturité politique du peuple djiboutien. Ceci augure, je l'espère, pour longtemps, une ère apaisée de dialogue et de concertation qui nous permettra de poursuivre la construction d'une nation moderne sur des bases politiques et démocratiques. J'annonce ici que le dialogue entre le gouvernement et l'USN se poursuit parfaitement avec la volonté d'aboutir de part et d'autre conformément aux accords que nous avons signés le 30 décembre 2014. Ce dialogue, commencé entre Djiboutiens, se poursuivra entre Djiboutiens, car personne, plus qu'un Djiboutien, ne peut savoir l'importance que représente la sauvegarde de la nation djiboutienne. Personne, plus qu'un Djiboutien, ne peut apprécier ce que nous devons faire pour que nos enfants puissent continuer à vivre en paix dans le pays. Par contre, nous sommes ouverts à tous les investisseurs étrangers qui souhaitent nous aider à développer le pays dans le respect mutuel et faire prospérer en même temps que leurs affaires l'emploi des Djiboutiens dans la paix et la sécurité pour tous. Mesdames et Messieurs les députés, comme chaque année, l'objet de cette séance solennelle est de vous exposer la politique du gouvernement. Je souhaite rappeler que les résultats que je vous présenterai sont le fruit des actes que les différents gouvernements ont mis en œuvre sous l'orientation et la direction du président de la République. Vous savez tous, en effet, que l'action gouvernementale est un travail qui doit être permanent, quotidien, mais aussi endurant et sans relâche. L'objectif fondamental du chef du gouvernement est clair. Il s'agit d'une part de procurer de l'emploi aux Djiboutiens et d'autre part d'aider les plus démunis et les plus faibles grâce à la solidarité nationale. Développer l'emploi signifie d'abord créer les conditions pour qu'un secteur privé dynamique puisse s'épanouir et embaucher. Dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République a pris conscience que poursuivre le développement sur la base des 20 premières années de notre indépendance conduirait l'emploi à une impasse en raison de notre forte croissance démographique, de la faiblesse des activités économiques qui existaient et de l'incapacité de dégager des emplois dans le seul secteur public.
il a pris tout de suite la décision politique de permettre à Djibouti de faire un bond dans le développement en lui donnant de nouvelles perspectives régionales. Considérée comme utopique et difficile à réaliser, la construction du port pétrolier et du nouveau terminal à conteneurs de Doralé a été un acte fort. Certains pensaient même insensé et pas rentable. Cela a été la première preuve de l'efficacité de sa vision de développement audacieuse mais réaliste. Aujourd'hui, la situation actuelle est le témoignage de son succès, car une extension de toutes les infrastructures, capacités portuaires, capacités pétrolières, zones franches est nécessaire. Tout est devenu trop petit. Les extensions sont en cours. Vous connaissez ma préférence pour les paroles justes et proches des actes et non pas les promesses. Aussi, je vous donnerai quelques chiffres au cours de ce discours. Ne craignez rien sans excès, mais parce qu'ils sont éloquents et qu'ils nous rappellent à ce qu'on a tendance à oublier. On imagine facilement que tout est arrivé naturellement. Entre 1999 et 2002, la croissance annuelle du trafic conteneur était de 7 à 8%, ce que l'on considérait comme très acceptable. Or, entre 1999 et aujourd'hui, ce trafic a été multiplié par 8. Et même depuis la création du port de Doralé, il a déjà doublé, passant de près de 400 000 conteneurs à plus de 800 000 conteneurs. Malgré cette forte croissance, il n'y a pas eu pour autant de diminution du trafic non conteneurisé. Ce dernier a doublé entre 1999 et aujourd'hui. Dans la vision du président de la République, il fallait, pour que ce développement régional réussisse, relier notre port à son hinterland. Le transport routier a été multiplié par 3, avec l'amélioration du corridor principal de la RN1. Mais ce n'était pas suffisant pour permettre le développement futur. Il fallait apporter une réponse adéquate et donc rénover entièrement la voie ferrée vers Addis Abeba et y relier le port de Doralé. Ce que nous avons atteint avant 2000, pendant des dizaines d'années, avec des études de faisabilité et de nombreuses recherches de financement, est en cours d'achèvement. Ce nouveau mode de transport entraînera une meilleure productivité du transport sans rupture de charge et engendrera une nouvelle activité induite tout le long de la voie ferrée. Le port multi-usage de Doralé, lui aussi, est en cours de construction et aura ainsi des débouchés qui rentabiliseront ces activités. Mesdames et Messieurs les députés, un autre bond dans le développement régional de Djibouti a déjà été engagé par le chef du gouvernement. Il s'agit d'agrandir encore notre hinterland économique et de l'ouvrir encore plus sur le reste du monde. Seul son courage politique et la confiance qu'il lui accorde la communauté internationale, politiquement et financièrement, ont permis de lancer ce nouveau pari. L'engagement du peuple djiboutien derrière son président permettra cette fois encore de le réussir, car nous savons que la concurrence internationale est rude. C'est dans cet esprit que se situe la réalisation du port de Tadjoura. Il était aussi considéré au début de l'annonce de sa construction comme un projet trop ambitieux et utopique, sans potentiel économique, destiné plutôt à améliorer les liaisons internes. Il a déjà été modifié sur plan, puis en cours de construction, pour être encore agrandi et répondre au trafic projeté d'évacuation des minerais de l'Est de l'Éthiopie. Il fallait avoir la vision du développement régional du chef du gouvernement pour comprendre la nécessité de lancer ce projet il y a déjà plusieurs années. De ce fait, en plus de la nouvelle route qui reliera Tadjoura à l'est de l'Éthiopie
et après la création du corridor sud ferré entre Djibouti et Addis Abeba, le corridor nord entre Tadjoura et Mérélé structurera le réseau ferré national qui passera par Dikil. Là encore, les effets de l'emploi direct et surtout l'emploi induit par les activités annexes qui se créeront, transformeront ces contrées. Dans la région de Djibouti encore, l'exploitation du gaz et du pétrole éthiopien trouvera son débouché sur la mer Rouge à la pointe de Doralé. Un protocole d'accord a été signé avec le groupe privé chinois PolyGCL qui possède des zones d'exploration en Éthiopie pour construire un double pipeline gaz-pétrole et une usine de liquéfaction. Ceci est également envisagé pour le Sud-Soudan où je souhaite que la paix puisse définitivement s'établir. Enfin, un projet de construction de pipelines avec un système de bouées d'alimentation en mer est engagé entre l'Éthiopie et Djibouti d'une part et la société américaine Black Rhino d'autre part pour transporter les produits raffinés vers l'Éthiopie. Sa mise en œuvre, outre l'aspect économique direct, permettra de désengorger la RN1 et de son trafic actuel. L'activité d'exportation du bétail actuellement exercée par l'ancien port de Djibouti va pouvoir se développer grâce à la construction du port de bétail de Damerjoug. Notre système vétérinaire, le centre de quarantaine, le parc à bétail vont enfin trouver l'aboutissement de la chaîne d'exportation animale qui permettra de valoriser cette filière. De même, la construction du port de Goubet permettra de valoriser nos ressources minières. Elles sont pour l'instant peu nombreuses, mais rien n'est abandonné. Les ressources du lac Assal seront prochainement exploitées et les recherches minières continueront à être effectuées, même si, je vous l'ai dit, actuellement les résultats ne sont pas encore probants. Ceci fait partie de l'éthique de la gestion gouvernementale qui cherche à prévoir l'activité des générations futures et ne néglige aucune piste. Ainsi, l'exploitation des ressources du lac Assal entraînera là encore la création d'emplois directs, bien sûr, mais également dans cette région désertique d'emplois induits pour toutes les activités nouvelles qui devront se développer autour de transport, assurance, électricité, eau et construction. Mesdames et Messieurs les députés, vous avez compris que pour accompagner ce développement faisant de Djibouti un grand centre régional de transport et de services, il fallait aussi prévoir la construction d'un nouvel aéroport, comme avait été prévu il y a 10 ans la construction d'un nouveau port de Doralé à proximité de celui de Djibouti. Ce nouvel aéroport aussi aura un impact sur l'emploi. Certains opposent le fait que ces projets sont fortement capitalistiques et créent peu d'emplois directs par rapport à l'investissement qui est fait. Mais je veux vous rappeler que lorsque le gouvernement engage la lutte pour l'emploi, il ne l'engage pas seulement pour permettre des créations d'emplois à court terme, mais aussi pour les générations futures. Notre pays est en cours de développement. Il doit être structuré. Il doit disposer le plus rapidement possible d'infrastructures importantes pour que le secteur privé national ou étranger puisse y trouver les conditions matérielles qui lui sont nécessaires pour s'épanouir. C'est l'exigence première pour un développement de l'emploi à grande échelle. Parmi ces conditions à remplir, il est nécessaire également de doter Djibouti à produire de l'énergie, de l'eau potable pour tous les utilisateurs sans restriction et au moindre coût pour aujourd'hui et pour demain. Les périodes de délestage des quartiers qui existaient il y a 15 ou 20 ans ne doivent plus se renouveler, même si nous devons savoir que cela a existé et que le président de la République a pris les dispositions qu'il fallait. Son engagement sur ce sujet a aussi été tenu. Dans le domaine de l'énergie, nous sommes déjà au doublement de la ligne d'alimentation à partir de l'Éthiopie, mais dans l'attente de pouvoir disposer d'une production d'énergie géothermique pour laquelle les études et réalisations se poursuivent,
le gouvernement a décidé de lancer la construction de nouvelles centrales thermiques qui commencera bientôt. Inutile, diraient certains économistes, puisque nous recevons suffisamment de kilowatts d'Éthiopie, mais le gouvernement estime que l'indépendance énergétique ne doit pas être un vain mot. Enfin, la mise en œuvre des ressources énergétiques renouvelables est également entreprise dans le solaire comme dans l'éolien avec la recherche de meilleurs coûts. Dans le domaine de l'eau, la politique suivie est semblable. Il n'était plus possible de continuer à exploiter uniquement la nappe phréatique ou la nappe profonde de Djibouti au risque un jour de compromettre à jamais leur exploitation pour les générations futures. Aussi, il a été décidé, en accord avec le gouvernement ami d'Éthiopie, d'exploiter les ressources souterraines abondantes de ce pays et de transporter l'eau produite à Djibouti. Bien que cette alimentation en eau aurait été suffisante, le gouvernement a décidé également de mettre en œuvre un projet important de dessalement de l'eau de mer à Doralé. L'indépendance nationale a ici encore primé dans le choix du gouvernement. Dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme, l'aspect de la capitale devait aussi être transformé pour être en adéquation avec le rôle de pôle économique international que Djibouti va tenir. De nombreux programmes de logements sociaux vont être lancés sur financement des pays frères. De nouvelles tranches de 500 logements et 1000 logements sont déjà prévus à Balbala. Les investisseurs privés s'engagent également dans ce domaine. Pour ne citer les plus importantes réalisations, il y a le programme de Gabod qui est en voie d'achèvement et celui qui est projeté en face de la Free Zone qui modifiera profondément la physionomie de Djibouti. L'investissement privé immobilier est en forte croissance. Les demandes de permis de construire individuels sont en hausse de 13% et les immeubles sont encore de plus en plus hauts. Les nouvelles décharges contrôlées de la fourniture de matériel de voirie ont été aussi améliorées avec l'ouverture de la nouvelle décharge contrôlée et la fourniture du matériel du Japon. Tout le monde peut le constater chaque jour. Notre capitale est de plus en plus propre et a été embellie. Le réseau d'assainissement des eaux usées est aujourd'hui opérationnel avec la nouvelle station de traitement de la Douda, mais que nous allons compléter avec la mise en place et la rénovation des réseaux d'eau usée de différents quartiers. Mesdames et Messieurs les députés, parallèlement à la construction de tous ces grands projets, il a fallu valoriser notre capital humain. Le but du gouvernement est de faire émerger des générations de Djiboutiens et Djiboutiennes capables de répondre à la demande du marché de l'emploi et des besoins causés par la création et les agrandissements des entreprises. Aussi, l'éducation nationale a été et reste une priorité budgétaire. Les efforts financiers qui ont été accomplis ont été systématiquement accrus chaque année. En une dizaine d'années, les effectifs scolarisés sont passés de 72 000 en 2004 à environ 120 000 élèves aujourd'hui. 90% d'entre eux sont scolarisés dans le secteur public. L'objectif de l'éducation nationale est également d'améliorer la qualité de l'enseignement. Au cours des 2 dernières années, la croissance du nombre d'enseignants a été nettement plus forte que celle du nombre d'élèves dans tous les ordres d'enseignement primaire, moyen et secondaire. L'enseignement technique suit la même évolution. La redynamisation de cet enseignement se poursuit par le renforcement du partenariat public-privé notamment. Enfin, je vais attirer votre attention sur le fait que l'école et son fort développement ont été à la base d'une conception citoyenne de l'éducation et de l'intégration de la femme dans la société. Les jeunes filles représentent 46% des effectifs, mais 54% des stagiaires qui sont acceptés dans les entreprises. La réussite du combat pour l'emploi passe également par l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est la volonté de notre président de la République d'associer toute la population au développement du pays. Il n'est pas possible de laisser
hors de ce combat la moitié de la population, comme il n'est pas possible de laisser des régions hors de ce développement. Tout ce travail n'est bien évidemment pas terminé. De nouvelles écoles, de nouveaux lycées sont projetés et leurs travaux démarreront prochainement. Des projets d'appui à l'éducation, aux capacités institutionnelles et à l'accès à la qualité permettront en outre d'élever le niveau de l'enseignement et d'améliorer la formation des enseignants. Nos ressources humaines seront mieux formées et plus compétentes pour répondre aux critères de sélection de l'enseignement supérieur. C'est en effet grâce à l'enseignement supérieur qu'une réponse à la demande d'emploi engendrée par l'exploitation des grands projets et des projets dérivés pourra être apportée. Dans ce domaine, la progression est extrêmement forte. Elle est significative de la volonté gouvernementale d'offrir à la jeunesse la possibilité de disposer d'une formation qui lui permette d'être moteur du développement économique du pays. À l'Université de Djibouti a été rajouté l'Institut supérieur des sciences de la santé, la faculté de médecine et demain la faculté d'ingénieur et une faculté de commerce. Ces structures qui fonctionnent en partenariat étroit avec des grandes universités internationales assurent un encadrement de qualité et permettent aux étudiants qui le désirent de continuer des recherches en liaison avec l'Université internationale et le CERD. Permettez-moi de vous communiquer encore une information chiffrée, car elle donne l'ampleur des progrès qui ont été accomplis. En 10 ans, le nombre d'étudiants dans le système universitaire a pratiquement été multiplié par 5. Cette forte croissance continue puisque cette année, nos étudiants à Djibouti sont de 18% de plus que l'année dernière. Ces chiffres démontrent l'effort qui est fait pour valoriser notre capital humain. Hormis les bourses d'excellence, les bourses nationales et internationales sont attribuées pour des élèves qui ont obtenu leur licence à l'Université de Djibouti et qui désirent se perfectionner. Le combat pour l'emploi permanent, qui est engendré grâce à la valorisation de notre capital humain et à la réalisation des grands projets d'infrastructures, de transport et d'équipement, n'est pas le seul axe engagé pour lutter contre le chômage. Le gouvernement veut aussi répondre le plus rapidement possible à l'attente de notre population. Dans l'immédiat, la réponse est apportée par la mise en œuvre des grands projets d'infrastructures et de construction dans le secteur des travaux publics et du bâtiment. Le développement de Djibouti entraîne effectivement une activité soutenue de ce secteur, fort consommateur de main-d'œuvre. Depuis 2008, la croissance et la production de ce secteur a été la plus forte. Sa production a pratiquement doublé et sa part dans le PIB a augmenté de 30%. L'investissement privé, national et étranger, comme l'investissement public, par l'intermédiaire de la Société immobilière de Djibouti, soutient ce secteur avec la construction de logements. Le développement du secteur touristique a déjà commencé avec la construction de structures hôtelières de qualité à Djibouti et à l'intérieur du pays. Ce secteur a été retenu par le gouvernement pour pouvoir développer l'emploi permanent. On considère que 10 000 emplois directs et indirects sont déjà générés. Dans la vision de Djibouti 2035, il est considéré comme un catalyseur qui mobilisera les secteurs productifs comme l'artisanat et le commerce. Le gouvernement veut en effet valoriser de nombreuses zones du pays qui ont un fort potentiel touristique, car ceci permettra également de développer les régions. Le très important investisseur privé chinois, Tashroad, a démontré son intérêt aussi bien pour Khor Angar qu'à Djibouti, car dans la capitale aussi, la capacité hôtelière doit être encore accrue. En effet, entre 2000 et 2012, le nombre d'arrivées touristiques internationales, toutes catégories confondues, affaires, familles, découvertes, est passé de 20 000 à 60 000. Nous savons que notre croissance est actuellement essentiellement fondée sur la production des services pour Djibouti et la sous-région et sur les investissements directs étrangers. Aussi, notre système bancaire, autre atout de Djibouti avec sa monnaie librement convertible et transférable, s'est considérablement élargi et diversifié durant les 10 dernières années.
le système financier compte aujourd'hui 11 banques, le Fonds de développement économique de Djibouti, 4 caisses populaires d'épargne et de crédit à vocation régionale qui offrent leurs services à Ali Sabié, Dikil, Tadjoura et Obok, et 17 auxiliaires financiers, les bureaux d'échange, etc. En se basant sur les données de la CNUSED, la stratégie de croissance actuelle a permis d'obtenir, pendant les 8 dernières années écoulées, une croissance moyenne produite intérieure brute de plus de 6% par an. Ceci malgré la période de crise internationale de 2008, ce qui a valu d'obtenir une croissance annuelle du PIB par personne de 4%, bien supérieure à la croissance moyenne du PIB par personne des pays du COMESA et qui est de plus 2 fois inférieure sur la même période. La CNSS a enregistré au cours de la dernière année une augmentation de 10% du nombre des employeurs et de 22% du nombre des employés. Mais le gouvernement veut faire encore mieux et aller plus vite pour permettre aux Djiboutiens d'obtenir des emplois, soit par l'accession à nos infrastructures de base de qualité, pourvoyeuses d'emplois directs et indirects, soit par la mise en place de nouvelles activités. Parallèlement à l'extension et à l'amélioration de l'éducation et à l'adéquation entre l'emploi et la formation, le gouvernement oriente aussi son action vers une nouvelle stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Cette nouvelle stratégie va permettre de développer certains autres secteurs potentiels de tourisme, les nouvelles technologies d'information, des communications et la pêche dans un premier temps. Un des clés retenues pour réussir cette nouvelle stratégie de la coopération et la coopération étroite avec le secteur privé et la société civile, le combat pour l'emploi et le combat de l'ensemble du gouvernement, mais aussi de l'ensemble des Djiboutiens et des Djiboutiennes. Tous les départements ministériels sont mobilisés avec l'objectif de lutter contre le chômage. Il faut en effet chercher tous les moyens d'attirer les investisseurs, faciliter la création d'entreprises déjà nettement améliorées avec la création de l'ODEPIC et le renforcement de l'AMPI, et de perfectionner le cadre réglementaire et institutionnel et favoriser l'accès au financement. La réforme de l'administration contribue également à cet objectif. Elle permet de rationaliser les activités des personnels par la mise en place d'un fichier central informatisé, d'améliorer leur productivité par une formation axée sur les résultats, avec l'aide de l'INAP, de mettre en place un observatoire de l'emploi et des qualifications, ce qui permettra de disposer des informations nécessaires pour maîtriser les variables du marché du travail. Trouver un emploi pour les jeunes qui n'ont pas pu poursuivre leurs études et qui sont au chômage répond pour le gouvernement à une double priorité. Il y a 10 ans, le président de la République lançait à leur attention le service national adapté. 4100 jeunes garçons et filles provenant de l'ensemble des régions du pays ont pu bénéficier de cette formation. 2700 ont trouvé un emploi dans les forces armées, 300 dans le secteur civil. Aujourd'hui, ce service national qui fut un succès pour tous, jeunes, familles et utilisateurs, va être renouvelé et amélioré. Il sera encore plus axé sur l'insertion des jeunes dans le développement. Ainsi, le service national adapté pour le développement, qui commencera au cours de cette année, permettra de donner aux Djiboutiens et Djiboutiennes, en plus de leur éducation civique, une formation technique opérationnelle plus longue et plus pratique, coordonnée avec les besoins des utilisateurs. Leur insertion dans la vie professionnelle en sera facilitée car la société civile sera associée dès le début de leur sélection à leur formation. Le sport et les actions pour la jeunesse contribuent également à faire émerger des talents parmi les jeunes qui ne possèdent ni qualification ni emploi. Nos grands sportifs nous l'ont démontré sur le plan international et encore récemment. Dans tous les pays, des terrains de sport et des centres communautaires permettent aux jeunes
d'acquérir de plus en plus de compétences sportives ou artisanales, le sens du devoir et de l'effort. Toutes les disciplines sportives permettent de développer ces qualités. En outre, les associations de base communautaire se sont fortement multipliées et ils sont plus de 500 répartis dans toutes les régions. Un quart d'entre elles sont dirigées directement par des jeunes. Mesdames et messieurs les députés, tout cela ne fait pas oublier au gouvernement qu'en dépit de cette croissance économique rapide, la pauvreté relative et surtout la pauvreté extrême touche encore trop de Djiboutiens. Notre forte croissance a entraîné surtout l'augmentation des inégalités entre ceux qui avaient la capacité technique de s'insérer dans ce développement moderne et ceux qui restaient en marge de cette croissance parce qu'ils étaient peu formés ou vivaient dans des régions à l'écart des grands centres de développement. C'est cette situation qui a motivé le président de la République à prendre la décision de créer l'INDES pour venir en aide aux plus pauvres. Dès le début de notre forte croissance en 2007, il savait que les effets positifs ne se feraient sentir que pour certaines couches de la population. Le Fonds de solidarité nationale a pris le relais pour pouvoir intervenir plus massivement en faveur des démunis. La stratégie nationale de protection sociale est axée sur les filets sociaux de sécurité et sur les projets de protection des populations les plus vulnérables. Parmi les plus caractéristiques de ce projet, je vais citer le projet d'assistance sociale aux étudiants handicapés, celui d'assistance aux étudiants issus des régions de l'intérieur, celui de distribution des vivres et des coupons alimentaires qui a concerné 13 000 ménages pratiquement à égalité entre les régions de l'intérieur et les quartiers les plus pauvres de Djibouti, celui d'assistance aux enfants orphelins avec près de 3 000 bénéficiaires cette année, ou celui encore de renforcement de la capacité locale par l'intermédiaire des associations et des femmes et des ONG. Toutes ces actions pour améliorer la sécurité alimentaire des plus démunis, pour réduire l'inégalité des chances qui touche les étudiants pauvres et handicapés et pour appuyer la société civile des quartiers défavorisés sont importantes, mais le gouvernement a décidé d'aller encore plus loin dans le domaine. La réduction de la pauvreté passe en effet aussi par le développement d'emplois non spécialisés. Ceci a été obtenu par l'utilisation des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre pour le développement des projets ruraux ou encore par l'insertion des femmes très pauvres dans la vie économique et sociale grâce à des activités de nettoyage de la voirie ou de nutrition, par exemple. Plus de 8 000 personnes ont bénéficié des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qu'on appelle aussi IMO, et d'autant de femmes dans des activités de nutrition. Toutes ces interventions ont lieu aussi bien dans les quartiers pauvres de la périphérie de Djibouti que dans les petites communes de l'intérieur. Nous savons aussi que les populations les plus démunies sont les plus fragiles sur le plan sanitaire, et parmi elles les femmes et les enfants, les personnes âgées, les handicapés, les habitants des zones défavorisées des malnutris. Dans ce domaine également, le gouvernement a décidé d'investir des ressources budgétaires et des ressources humaines et de nouvelles infrastructures. Le nombre de postes de santé est passé de 28 en 2010 à 43 aujourd'hui, dont 31 à l'intérieur du pays. Malgré l'augmentation du nombre de médecins, le gouvernement considère que celle-ci est encore nettement insuffisante, principalement dans les régions de l'intérieur. C'est la finalité de la faculté de médecine. L'évolution du nombre des étudiants en médecine permettra, à partir de l'année prochaine, date de sortie de la première promotion, de faire face au manque de médecins. Leur nombre croîtra de l'ordre de 15%. Il en sera de même pour les autres catégories de personnel de santé, infirmiers et sages-femmes. De nombreux indicateurs de santé ont été annoncés, tels ceux de la mortalité infantile ou de la mortalité infanto-juvénile, qui ont été réduits de moitié en 5 ans. Mais certains taux restent malheureusement encore trop élevés, comme celui de la mortalité maternelle, notamment en raison de certains comportements passés et rétrogrades vis-à-vis des jeunes filles.
Les ONG de défense des droits des femmes, les responsables religieux, administratifs et culturels continuent à intervenir pour informer les familles sur les risques encourus par les mutilations génitales. Le gouvernement est décidé de mettre tout en œuvre pour améliorer les indicateurs de santé publique. Encore dans ce domaine, ce grand projet social vient d'être créé par le gouvernement pour aider les populations des couches les plus démunies. Il s'agit de l'assurance maladie universelle. Les plus pauvres pourront enfin accéder aux soins de santé de qualité grâce à elle. En effet, cette assurance qui contribuera bien sûr à l'amélioration de la santé de l'ensemble de la population permettra sans exclusion l'accessibilité financière de tous aux structures de santé publique. Elle facilitera ce fait l'élargissement de l'accès aux services de santé prioritaires, ce qui constitue une très grande avancée pour les plus défavorisés. Un autre progrès social important a été voulu par le gouvernement avec la réalisation en 2014 de la couverture sociale et de la retraite des dockers, qui n'avaient jamais eu cette retraite depuis 1964. Le développement du secteur primaire également joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté. Les actions qui y sont entreprises permettent de procurer du travail, des revenus aux populations de l'intérieur du pays. Les petits projets agricoles qui sont engagés sont importants pour ces familles pauvres et sans activité salariale. Ils permettent aussi aux femmes de l'intérieur du pays de l'insérer dans la vie économique du pays. C'est le cas avec les projets de développement de l'aviculture, avec l'activité du Centre d'action sociale et d'autonomisation des femmes. De même, les projets de restauration des pâturages sont importants pour les communautés rurales. Ils permettent à ces populations d'augmenter leur accès à l'eau et de renforcer leur capacité de gestion des ressources agropastorales et hydrauliques à travers une approche participative au développement communautaire. Leur localisation se situe sur le parcours des éleveurs dans les régions d'Obok, de Tadjoura, de Dikil et après ceux d'Ali Sabié. Ils complètent les 43 ouvrages de retenue des eaux de surface qui ont été exécutés sur l'ensemble et de l'intérieur du pays, alors que ces retenues permettraient de conserver environ 25 000 m3 d'eau de surface et un premier grand barrage d'épandage, le seul en République de Djibouti, a été construit à Sadaï, long de 780 mètres et qui permettra non seulement de venir en aide aux habitants et éleveurs de ces régions, mais également d'irriguer des parcelles de terrain. Les aménagements de ces travaux d'irrigation commenceront prochainement, car le barrage est en cours de finition. Les recharges des nappes souterraines, d'où sont extraits les eaux de forage, réalisées par ces ouvrages sont de l'ordre de 2 à 3 millions de mètres cubes. L'appui au secteur de la pêche contribue également à la lutte contre la pauvreté. Il permet aux petits pêcheurs des régions d'Obok, Khorangar et de Tadjoura d'améliorer leur production grâce à la mise en place de coopératives. L'activité de l'association des femmes coupeuses et revendeuses de poissons complète pour une meilleure commercialisation des produits, la construction des locaux de pêche et les fabriques de glaces. Malgré tout, le secteur de la pêche est encore sous-exploité. Aussi, le gouvernement réfléchit aux moyens de lancer la mise en place des petites unités de conservation industrielle des produits de la mer. Le secteur de la microfinance joue aussi un rôle important dans le développement des petites activités à l'intérieur du pays. Le programme de microcrédit, restreint à l'origine à la capitale, a été étendu dans les zones rurales à partir de 2010, avec la création des caisses populaires d'épargne et de crédit. En 3 ans, le volume total des crédits octroyés est passé de 600 millions de francs Djibouti à 1,3 milliard. 120 millions de francs Djibouti ont été déposés et ont été collectés, et 50% de ceux-ci l'ont été par des femmes. En outre, et en partenariat avec la Banque islamique de développement, un programme de microfinance islamique a été lancé à Balbala. Les perspectives de la microfinance s'orientent vers la microassurance, les crédits aux jeunes entrepreneurs, la promotion de la microfinance rurale à travers le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage et de l'électrification rurale. Elles ouvrent ce système aux couches les plus vulnérables
et répond aux besoins de tous petits entrepreneurs, et également envisager l'ouverture de la microfinance islamique à l'intérieur du pays afin de multiplier les sources de financement. L'implication de la zakat dans l'aide aux plus démunis mérite d'être soulignée. Le ministère des Affaires musulmanes joue un rôle important car les distributions d'aide sont un complément non négligeable pour ces familles les plus démunies. Elles soulagent les plus pauvres d'entre nous, augmentent la solidarité nationale et fait ressortir les vraies valeurs de notre religion. Plus de 100 millions ont été distribués en 2014 et les fonds collectés sont en augmentation de 17%. Mesdames et Messieurs les députés, ces deux grandes priorités gouvernementales, le combat pour l'emploi et l'assistance aux populations les plus défavorisées, imposent que soient préservées toutes les conditions qui permettent un développement durable. Je vais parler du maintien de la paix et de la sécurité et du renforcement de la bonne gouvernance. Tous les exemples dans le monde nous le montrent. Sans paix, sans sécurité, aucun développement n'est possible. Toutes nos forces de sécurité et de défense sont ainsi mobilisées pour lutter contre les terroristes et tous les fauteurs de troubles. La protection des biens et des personnes permet de protéger et rassurer les investisseurs qui jouent un rôle essentiel pour la création d'emplois. Mais le maintien de la paix et de la sécurité est fondamental aussi pour protéger les populations faibles, car en cas de désordre et d'insécurité, ce sont les plus faibles qui souffrent le plus de violence. Je vais saisir cette opportunité pour féliciter ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre et de notre sécurité. Je sais que leur comportement et leur travail sont permanents. Nous devons rester vigilants comme nous l'avons fait depuis 9 mois, car c'est cette vigilance qui nous a permis de retrouver la sérénité et la sécurité. Ceci faisant partie de nos atouts, il faut les préserver. Parmi nos autres avantages, la monnaie et le système bancaire sont aussi à préserver. Là encore, c'est très important pour les investisseurs de savoir que les caractéristiques du franc djiboutien seront maintenues. Mais ceci aussi est vrai pour nos populations avec une parité fixe par rapport au dollar. Les risques de l'inflation causés par la dévaluation de la monnaie sont ainsi réduits. Or, l'inflation touche en premier lieu les populations les plus défavorisées. Cette année, elle a pu être contenue à moins de 3% pour les denrées de première nécessité grâce aux interventions de l'État. La Banque centrale de Djibouti veille sur notre système financier pour que cette situation puisse être préservée. Elle suit notamment l'évolution de la masse monétaire qui a été multipliée par 2,5 au cours des 10 dernières années, avec une forte croissance depuis 2007. Le secteur financier contribue pour une part toujours croissante dans la production nationale. Les dépôts auprès de banques leur donnent la capacité de pouvoir financer le développement économique, même si cette capacité est limitée par les taux de crédit. La rigueur de la gestion budgétaire fait également partie des différentes conditions à remplir pour l'avenir et le développement du pays. L'année dernière, le déficit budgétaire a été contenu à 0,5% du PIB, contre 3% l'année précédente. La réforme de l'administration qui a été engagée concerne également les services fiscaux. La modernisation des politiques et pratiques de la direction des impôts, de la direction des douanes et des droits indirects fait partie des priorités de ce département. Et sur le plan domanial qui, là encore, intéresse aussi bien les garanties apportées aux investisseurs qu'à l'ensemble de la population, la mise en place d'un plan cadastral au niveau national ainsi que la protection de sauvegarde des titres fonciers vont être réalisées. En outre, je vous informe que la réforme de la gouvernance des entreprises et établissements publics est engagée pour les plus importants d'entre eux. Toujours dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance, le ministère de la Justice entreprend des réformes qui assureront une meilleure protection des citoyens
En premier lieu, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme ont été améliorés. Ainsi, dans le souci d'accorder l'indépendance souhaitée à cette commission, aucun organe étatique n'est autorisé à intervenir dans son fonctionnement. De surcroît, avec la nomination de 3 hauts cadres de l'administration et 4 membres représentant la société civile dans cette commission, je vous confirme également que les derniers textes concernant la prévention et la lutte contre la corruption ont été adoptés à la fin de l'année dernière. D'autre part, la mise en œuvre des textes pour lutter contre le trafic humain renforcera les mesures prises pour combattre le terrorisme. Enfin, dans le domaine de la justice, les recrutements et les formations de juges qui ont été opérés ont pour objectif de produire des décisions de justice qui puissent être plus rapides et mieux comprises. Le renforcement de la protection des personnes les plus vulnérables, les enfants, les femmes et les handicapés, est engagé par le ministre de la Justice avec la secrétaire d'État à la jeunesse, au sport et le secrétaire d'État à la solidarité et le ministère de la promotion de la femme. L'aménagement du territoire et le développement des ressources dans toutes les régions de la décentralisation contribuent avec toutes les autres actions entreprises par le gouvernement à la volonté du président de la République de renforcer la cohésion et l'unité nationale, de construire une nation forte, une nation forte et pacifique. Les institutions décentralisées seront renforcées dans toutes les régions de l'intérieur. Les financements sont acquis pour équiper les chefs-lieux de toutes les régions et les travaux commenceront prochainement. Enfin, sur le plan des relations internationales qui interviennent également dans l'analyse des investisseurs privés, le gouvernement pratique une politique de coopération et d'amitié avec tous les pays qui le souhaitent dans le respect mutuel des deux parties. Commencée lors de notre indépendance avec la France, les pays frères arabes, les pays européens, le Japon, les États-Unis, elle s'est ouverte naturellement vers les pays de l'IGAD, du COMESA, puis vers la Chine, la Turquie, la Russie et les pays émergents. Engagé avec tous les pays qui combattent le terrorisme dans le cadre de l'Union africaine de l'Organisation des Nations Unies, le gouvernement œuvre dans toutes les instances, dans toutes les enceintes internationales pour des solutions de paix soient trouvées dans les différents conflits et en premier lieu auxquels se trouvent confrontées la Somalie et la Palestine. Le fort engagement de notre président de la République sur ce sujet est significatif de cette volonté de paix pour tous nos pays frères. Mesdames et Messieurs les députés, en outre de la présentation de la cohérence de la politique gouvernementale, j'ai voulu aujourd'hui vous exposer les faits et les résultats qui ont marqué cette politique. Pour un très grand nombre d'entre vous qui suivez régulièrement l'évolution de notre économie, les effets positifs de cette politique paraissent évidents. Mais nous ne devons pas oublier de les rappeler à nos jeunes. C'est notre devoir, c'est votre devoir. La population que vous représentez attend cela. Sachez, et je m'y engage devant vous, que tous les membres du gouvernement, malgré les charges quotidiennes de leur travail, sont disposés à répondre à toutes les interrogations de tous les députés. En effet, il est important que toute notre population ait une connaissance objective des progrès accomplis et des perspectives futures pour notre pays. Votre rôle est très important sur ce point. Il doit être accompli tout le long de l'année. Il ne s'agit pas seulement pour le gouvernement de gérer chaque jour notre nation, mais aussi de construire un projet d'avenir pour notre peuple. Nous devons le faire avec vous, nous devons le faire avec tous les Djiboutiens. C'est ce que le gouvernement s'applique à accomplir le mieux possible, sous la conduite du président de la République. Je vous remercie.